Bonus. Trax. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en live. On est très très heureux de vous retrouver. Regardez, nous sommes littéralement sous l'eau. C'est ça. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver, heureux et heureuse, pardon. On est très heureux de vous retrouver. Il y a déjà du monde dans le chat, je vois du XP70, que des habitués. Vous êtes dans l'émission Spoilers consacrée, je vous le dis, écoutez-moi bien, je vous le dis tout de go, le thème de cette soirée, comme vous pouvez le voir derrière nous, ce n'est pas l'espace, rappelez-vous, il y a un an, on était sur la planète Mars, merci Briac. Cette fois-ci, on est sous l'eau. Ouais. On est au fond des océans pour le thème qui est en lien avec le festival Court-Métrange qui se tient encore jusqu'à dimanche, c'est ça Briac ? Jusqu'à dimanche. Merci. Et qui a pour thème cette édition l'eau. Voilà, on aime Court-Métrange. On y était hier pour... on va parler de tout ça juste après. Laissez-moi accueillir mes comparses pour cette fabuleuse soirée. Déjà, le premier, sans qui nous ne saurions rien, c'est Pépé qui est à la technique. Merci beaucoup. C'est beaucoup de travail. Il a fait l'overlay, il a fait les micros, il a tout fait. Il a tout fait. Un homme incroyable. Il y a également Guillaume qui est parmi nous. Bonsoir Guillaume. Comment tu vas ? Écoute, je vais extrêmement bien. Je suis ravi de faire cette émission avec vous et ce plateau incroyable. Oui, Guillaume, je pense à quelque chose. Je me faisais la réflexion tout à l'heure parce que là, on entame avec cette émission la saison 5 de Spoilers. Rendez-vous compte seulement. Et oui. Incroyable. Et je me suis dit, il y a peut-être des gens qui sont en train d'arriver en cours de route dans notre belle aventure humaine de Spoilers. Et ben, je me suis dit, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas finalement. Donc, je vais être très impoli. Je vais commencer par me présenter, mais c'est pour mieux vous rediriger vers mes comparses. Moi, je suis CHP. C'est un pseudonyme. Ce bon vieux CHP sur les réseaux sociaux, sur du TikTok, sur du Instagram, tout ce que vous voulez. CHP, je suis co-host de cette soirée. C'est moi qui vais un petit peu passer les plats dans Spoilers. Je suis féru de science-fiction. Je suis féru de fantastique. On a fait un festival qui est devenu une émission de radio, qui est devenu un podcast, qui est devenu un live Twitch. Voilà, tout simplement. Incroyable. Guillaume, qui es-tu ? Rapidement, comme mes bons camarades co-créateurs de Spoilers, du coup, dans la vie civile, je suis designer d'interface, voilà, graphiste. Et je prends un plaisir incommensurable. Voilà, incommensurable, à semaine après semaine, à travailler autour de Spoilers. Je me fais plaisir, je fais des petites images et je prépare les émissions que l'on fait ensemble. Et voilà, et c'est chouette. Exactement. Et si jamais vous posez la question pourquoi est-ce que Spoilers ça a de la gueule visuellement, c'est grâce à Guillaume. Voilà. Ensuite, permettez-moi d'accueillir Justine. Tu fais quoi dans la vie, toi, Justine, à part Spoilers ? Qui suis-je ? À part Spoilers, parce que malheureusement, Spoilers n'occupe pas toutes mes journées. Ah oui. Donc ça, c'est bien dommage. À part ça, je suis maître de conférence en littérature à l'université de Reims. Et je travaille plus particulièrement sur la fantasy et les séries télé. Un petit peu comme ça que j'ai rejoint la fine équipe. Donc un peu plus tard que vous, clairement, j'ai pas assisté à tout ce lancement. Mais voilà, vous m'avez gentiment accueilli l'an dernier déjà. Donc je n'avais pas pu assister à l'événement qu'il y avait eu sur la planète Mars l'an dernier. Exactement, oui. C'est vrai. Cette année, je suis alors virtuellement, mais avec vous, sous l'eau aussi. Là, je suis sous les livres, mais c'est bien aussi, vous allez voir. Oui, on est très heureux de t'avoir depuis quelques émissions. Ça fait quelques émissions quand même, mine de rien maintenant. Mais ça fait un an, donc, l'équipe s'est agrandie et on en est très heureux. On est très heureux de t'avoir. Un petit bouquin là, dans la librairie là. Histoire de sorceleur, une sombre histoire de sorceleur là. Oui, effectivement, dans les derniers livres sortis, il y a The Witcher, un monde de légende. Excellent bouquin de moi, publié aux éditions Bragelonne et qui étudie l'œuvre Le Sorceleur ou The Witcher, à la fois dans les romans de Sapkowski et les séries télé et les jeux vidéo. Et c'est vachement bien. Oui, on m'en a dit le plus grand bien. Je ne l'ai pas lu moi-même, mais on m'a dit, je ne sais pas lire, pardon. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on termine avec le meilleur d'entre nous. Le GOAT. Alors je vais vous faire moi-même sa bio. Ok. Il est universitaire. Il est en thèse actuellement. Exactement. Une série, je n'ose même pas la nommer parce que voilà, il la dira plus tard. De toute façon, il l'a dit à toutes les émissions. Universitaire, homme de talent, homme de goût. C'est lui qui est à l'initiative de Spoilers, mine de rien. C'est lui qui me dit un jour, ça te dit, on boit un café, on discute. Il y a peut-être un projet de festival série fantastique science-fiction.
j'arrive. Qui y a sur le canapé? Guillaume. Et celui qui était à l'initiative, c'est donc Briac. Bonsoir Briac. Bonsoir. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien. Est-ce que toi, tu dirais que ton plaisir au sein de Spoilers est commensurable? Il est ultra commensurable. Ok. Bah du coup ça marche pas. Tant pis. Mais non mais c'est ça en fait. Hein, Ça fait plaisir. c'était et Ouais, j'ai envie de me casser d'ailleurs. encore au-delà de l'initiative de Briac, il y a Court-Métrange mine de rien. Voilà. Il y a court-métrage. Il y a Court-Métrange qui nous a proposé de faire toutes ces petites bêtises et c'est pour ça qu'on est partenaire avec eux depuis le début. On est plus que partenaire, on est des frérots. Frère de sang. Ouais. Frères de sang. Mm. Frères de sang, exactement. Sang de la veine. Et justement, on y était hier on a fait une discussion avec Cyrielle Dozière et Steven Pravong autour de la série Abyss. Voilà. Est-ce que ce sera réécoutable tout ça, Guillaume? Bien sûr, oui, tout à fait. Ça sera réécoutable en podcast et probablement, voilà, si vous avez envie de voir nos physiques incroyables sur notre chaîne YouTube. Tout à fait. Probablement. Tout à fait. Si on récupère un jour la captation, mais en tout cas en podcast, c'est sûr, on a les choses et tout a été bien enregistré, donc ça arrivera dans vos oreilles dans les prochaines semaines. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on a parlé d'Abyss? Parce que je vous l'ai dit, c'était en lien avec Court-Métrange, qui parle cette année des séries sous l'eau. Ça va être le thème de cette émission également, les séries SFFF, autour de l'eau, tout simplement. Alors, ça a été un peu difficile, les gars, hein, et Justine, évidemment, de trouver des séries, parce qu'il n'y a pas vraiment une série qui incarne, enfin en tout cas, je sais pas vous, il n'y a pas une série, on pense à l'eau, on pense pas forcément à une série en particulier, parce que c'est un élément tellement, voilà... Fluide. presque intangible, si j'ose dire, qu'il est difficile de cerner. Alors voilà, on va faire un petit... ça va être la thématique de la soirée, tout simplement. On va parler de ces séries qui parlent de l'eau. N'hésitez pas dans le chat à nous en donner. C'est quoi vos séries de référence? Quelle émotion de vous retrouver? Ah non, mais là, je chiale directement. Merci, Koala Tueur, tu es encore là. H2O, les vacances de la... Je sais qui est cette personne, ça suffit maintenant. Sous le soleil. C'est vrai. Mais on va... Alors, je vous Bizarrement, cache j'ai oublié pas... cette série. Il n'y aura pas tant que ça. Alors, la dernière fois, on a parlé de Mundo Stress pendant un quart d'heure. Est-ce que cette fois-ci, ça va être sous le Et soleil? c'était vachement bien. C'était vachement bien. C'était vachement bien. Le soleil de Saint-Tropez. À préciser qu'on dit qu'on n'a pas réussi à trouver de séries qui se passent sous l'eau. C'est-à-dire que ça se trouve dans le chat, vous allez vous enflammer, mais oui, il y a plein de séries qui se passent effectivement avec de l'eau, avec de l'océan, sur l'eau éventuellement. En effet, des séries de pirates, par exemple, il y en a, mais des séries qui se passent intégralement sous l'eau, dont le pitch, dont l'univers, c'est les fonds sous-marins. Eh ben, Il y en a pas tant que l'entièreté ça. de la série. Justine, écoute, vas-y. Eh ben, j'en avais une, mais Vas-y, j'ai pas vas-y. voulu faire parce que ça me faisait un coup de vieux. C'était les Snorkies. Ah, Ouh là 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 là. écoute, Eh ouais. Pépé le est nom très me dit un satisfait. truc. Pépé est très satisfait de ses Qui preuves. sont les Snorkies? Voilà. C'était une série d'animation ou Aïe, une aïe, série aïe. live? Ouais, avec des espèces de petits bonhommes qui ont un snorkel, donc un genre de tuba sur le front. Ouais, mais alors C'est- justement, voilà. effectivement, on exclut un petit peu de... Ça fait beaucoup d'exclusion peut-être, mais Eh ben, c'est j'ai bien un dommage, petit il peu faut de qu'on s'y mette resserrer à le l'animation. truc. Mais les séries d'animation qui, en effet, pour des questions de moyens, ont pu parfois un peu plus explorer les fonds sous-marins, quoi, parce que c'est plus facile à représenter. Mais oui, moi j'en avais une aussi. Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de la série Sequest? Pas du Aïe, tout. aïe, aïe, pas du tout. La série Sequest, moi, c'est le truc que j'ai avait en tête quand on a commencé à réfléchir sur cette émission, parce que c'est une série vraiment de mon enfance, adolescence, puisqu'elle elle a été diffusée dans les années 90 sur TF1. Et c'est une série qui, en fait, est une espèce de Star Trek sous l'eau. Avec justement l'acteur qui s'est fait connaître notamment dans Les Dents de la Mer. Roy Scheider, peut-être? Ouais, exactement. Qui joue une espèce de capitaine. Bien Vraiment, Rufus, non? vous voyez Star Trek. Merci. C'est Star Trek, mais sous l'eau. Et il y a 3 saisons qui existent. Et j'avais gardé un souvenir incroyable de ce truc-là. On est dans les années 90, années 2000. 90, 80, 90, toi, Ah, très on a des clairement. extraits Voilà, sur cet des écran. petits extraits Oh, ça pique. du générique. Vous allez Oh voir le là là générique là 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 là. est typique des séries des années 90, Ah, 80-90, le avec son du ambule et tout. voilà, le petit Roy Schneider. Ah oui, d'accord, retournement. ok, je l'ai. Avec beaucoup Stacey de... Alduc, qui a 80 ans aujourd'hui. Don Franklin, qui sont ces gens? On reconnaît les visages quand même. Hein. Ouais. Et mis à part ça, c'est vrai que je n'avais pas particulièrement de série qui se situait intégralement sous l'eau. Et il faut dire que d'ailleurs, la grosse problématique de cette série, c'est que beaucoup de ces plans étaient en fait réutilisés d'un épisode à l'autre parce qu'en fait, ils n'avaient pas un budget incroyable pour créer ces fonds sous-marins divers et variés. Quoi. Oui, parce que c'est le problème de l'eau aussi. Hein. Ça peut paraître évident, mais c'est très compliqué. Alors, on a parlé de la série Abyss hier. Eux ont mis l'eau au centre de leur récit. Du coup, c'est pas complètement sous l'eau, donc ça marche pas complètement avec ce que tu disais. Mais par exemple, pour les derniers épisodes qui se passent grandement sous l'eau ou à proximité immédiate, ils ont dû aller tourner en Belgique dans le plus grand parc aquatique d'Europe. Enfin, vraiment un délire. Et on sent que... bon, on n'a pas adoré la série. Hein. Si vous voulez le détail, allez écouter, voir
notre discussion autour de ça, mais ça leur a coûté une blinde et on sent que les 2 derniers épisodes, c'est la moitié du budget, quoi. Clairement, l'eau est très compliquée à gérer, à amener, à garder, et cetera, et cetera. Ouais, C'est alors là, très s'il te compliqué. plaît, Sequest, dans leur générique, ils ont mis le nom du dauphin. Donc, on C'est un était sur un personnage à sacré part niveau, quand entière, même. écoute. Oui, bah, c'est un personnage, Happy, dans le rôle de Happy dans C'est à la maison. On était très contents de le voir au générique aussi. C'est vrai, et c'était le meilleur acteur d'entre eux. Ouh, ça c'est dur. Ça c'est dur. Mais C'est c'est surtout que je l'aime beaucoup. oui. Voilà. Ah bah, plus de nouvelles d'ailleurs d'Happy. J'étais dévasté. Non. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme série là qui vous viennent par exemple, Briac? Si je te dis O, série SFFFF, tu penses à Des épisodes d'X-Files, peut-être. Mais, lequel par exemple? Mala, Mm. c'est ça. Mais justement, qui fait partie des problèmes qu'on a eu en préparant cette émission, qui est un épisode qui m'est venu, mais que j'aime pas particulièrement. Donc, il y a des épisodes liés à l'eau dans X-Files, mais il y en a pas qui, moi, par exemple, me semblaient particulièrement intéressants à aborder. C'est vrai. Alors, pardon, mais il y a XP78 qui nous dit l'abysse ne fait pas le moine, c'est un ban temporaire pour XP78. Ah, le premier de la chaîne, incroyable. Désolé Oui. pour toi, XP. Oh non, regardez qui est là, c'est Doctruse, c'est Zelda qui est ici. Salut Zelda. Coucou tout le monde, je suis en live de mon côté, mais je viens ben, saluer les abysses. Oh, Oh, Décidément, cette série aura généré plus de jeux de mots bons que de commentaires positifs. C'est incroyable. coucou Doctrice, non mais tout. Il y a tellement de love dans ce chat, c'est incroyable. Merci Zelda d'être passé, allez suivre Doctrice évidemment, Oui, c'est voilà. incroyable. La dernière fois on était sur Mars ensemble, c'est vous dire si on a fait un petit bout de chemin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme série? Moi j'ai envie de vous parler de... Alors pareil, encore un contre-exemple, c'est que c'est une série où l'eau a son importance, c'est Lost, évidemment. L'épisode Not Penny's Boat, par exemple, qui nous a tous marqués. Et l'eau, c'est littéralement l'eau qui... on spoil ou pas? Attends, on s'appelle comment déjà? Ah, merci. Il m'a eu. Non, mais l'eau tue littéralement un des personnages, qui n'est pas forcément le cas de tant de personnages que ça dans Lost, maintenant que je me fais la réflexion. Où vraiment, c'est l'eau qui tue le gars, quoi. il y en a 2 autres. Ouais. Sun et Jin. Ah. Ah ouais, J'essaie d'éviter d'en parler. Je vais ça, faire mais- oublier. Que là, la mort du personnage, on dira pas qui plus c'est. que 2 du coup. Mais c'est une tellement belle mort. Et il fait. Ah, c'est trop bas. Bonne série Lost. On va en reparler. Briac va nous en reparler un petit peu plus tard dans cette émission. Est-ce que, Guillaume, tu as envie de nous parler d'une autre série, par exemple? Pour le coup, je me garde sous le coup de la série. À moins que c'est ça, tu me lances peut-être sur ce truc-là. Ça m'a tout l'air d'être un lancement, Guillaume. L'échec, écoute, oui, bien sûr, je vais vous parler d'une série. T'inquiète pas. Non, alors évidemment, on l'a dit, donc on va pas parler de séries qui parlent d'eau, mais par contre, on a été piocher un épisode dans un ou 2 épisodes qui, dans nos séries un peu de cœur, ou en tout cas, voilà, qui nous viennent à l'esprit quand on a pensé à l'eau dans la série. Et moi, je vous le donne en mille. À quoi j'ai pensé? J'ai pensé évidemment à Doctor Who, voilà, une de mes séries de chevet, dont l'actualité se fait de plus en plus pressante à l'approche du 60e C'est anniversaire. Attenante qui revient, non, c'est ça? Ah oui, c'est ça. tout à Pardon, fait. je l'ai dit d'une voix Non, très mais désagréable, T'as mais... raison, il y a un petit côté comme ça, on pourra éventuellement en Mhm. reparler. Et donc, la série auquel j'ai pensé, enfin, l'épisode auquel j'ai pensé de Doctor Who, vous l'avez peut-être aussi dans le chat, c'est The Waters of Mars. Bien sûr. Voilà, il n'a pas regardé. Petite mise en contexte, donc c'est un épisode de la saison 4 de Doctor Who, diffusé en 2009. Au scénario, on trouve Russell T. Davies, donc, qui est la personne qui a relancé Doctor Who en 2005. Et la réalisation est faite par Graham Harper. Alors, je le cite juste pour un truc assez rigolo comme anecdote, c'est que c'est le seul réalisateur de Doctor Who qui a réalisé des épisodes à la fois de la série originale, donc années Nice. 50 et tout, et de la série du soft reboot, du Le relaunch. seul Le seul réalisateur. Ah, ça, on raffole mec, des trivia, et ça, on Il se... a 2 étoiles sur son maillot, si tu vois ce que je veux Oh, dire. putain. Au casting, on retrouve évidemment donc saison 4, c'est David Tennant dans le rôle du docteur, mais aussi quelques figures que l'on... Voilà, Justine, je suis absolument d'accord avec toi, mais en même temps, je les aime tous, les docteurs. On retrouve quelques têtes connues à présent, ou qu'on pourra reconnaître. C'est un peu aussi la force de Doctor Who, c'est que on voit des acteurs apparaître comme ça, et on se dit « Ah oui, il a joué là-dedans, c'est rigolo ». Adélaïde, par exemple. Exactement. J'ai vu sur ton écran à l'instant, le chat l'a vu. Qui du coup qui est interprété par Lindsay Duncan, qui joue en ce moment, je vous le donne en mille, un personnage de la saison 2 de The Wheel of
Time. Voilà, qui joue la sœur de Moiraine et qui joue dans plein d'autres séries, excellente actrice anglaise. On retrouve aussi Sharon Duncan Brewster qu'on a pu voir donc dans Abyss, rigolo. C'est la scientifique qui donc l'astronaute, l'astronome. Non, elle joue, je ne sais plus. Ah si, je l'ai noté. Elle joue Maggie, qui est cette personne qui rejoint le groupe, mais qui elle est plutôt dans l'étude de l'espace. Et donc qui joue dans Abyss, mais qui joue aussi du coup évidemment dans le Dune de Villeneuve, puisque elle a interprété un des rôles qui a fait beaucoup débat, puisqu'il y a eu un petit gender swap dans le Dune de Villeneuve sur son personnage. Par exemple aussi, on peut voir du coup Gemma Chan qui joue Cersei dans Les Éternels. Vous voyez, c'est quasiment la personnage principal du film, Les Éternels. Donc voilà, quelques personnes au casting qu'on peut un casting résolument anglais. Oui, complètement, évidemment, comme à chaque fois, sauf quand le docteur se balade un peu partout dans le monde, mais principalement, surtout à cette époque, évidemment, on était plutôt sur des acteurs et des actrices anglaises. Et donc, juste pour remettre, parce que voilà, Doctor Who, c'est une série fleuve, on peut commencer. Le jeu de mots sur l'eau est ouvert, la saison. Tu veux dire qu'on ouvre les vannes ? Oui, voilà, exactement. Oh, joli. J'en ai plein. Donc, à l'époque de la diffusion, parce que c'est important pour l'épisode, ça fait donc 5 ans que Doctor Who est de retour, sous la houlette, que je l'ai dit tout à l'heure, de Russell T. Davies. 4 ans que Tennant a succédé à Christopher Eccleston, donc, et pour beaucoup de fans, en fait, c'est la meilleure période du relaunch de la série. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que Tennant, c'est leur Docteur. On est à la toute fin de l'ère de Tennant, puisque, justement, à la suite de The Waters of Mars, Russell T. Davies va passer, j'ai noté un truc, j'ai trouvé ça rigolo, la showrunance. La showrunance à Steven Moffat et Matt Smith va devenir le nouveau docteur donc suite à un final en 2 parties de la saison 4. Le petit résumé de l'épisode, le TARDIS, le vaisseau là dans la cabine de police typique du docteur, emmène donc Tennant sur Mars en 2059 où les humains ont construit la première base de colonisation, on va dire, un petit peu à un mode For All Mankind de Mars. La transition. Il se rend compte assez vite qu'en fait il est arrivé pile le jour où, comme il connaît évidemment absolument l'histoire par cœur, cette base a explosé dans des conditions mystérieuses et a déclenché en fait tout un ensemble d'événements qui ont poussé les humains à conquérir l'espace, notamment parce que du coup le personnage d'Adelaide Brooke, donc le capitaine de cette station, va en fait inspirer ses descendants et bref voilà, il explique tout ça dans la série. Ça va vraiment être un moment important de l'histoire et en tant que docteur, certes, qui voyage dans le temps, il sait qu'il a des points dans cet espace-temps qui sont inamovibles. La station en fait doit être détruite, c'est un des moments de l'histoire qui ne peut pas bouger, que lui-même ne peut pas changer. Et il fera tout un peu pour finalement ne pas intervenir face à la catastrophe qui se déroule devant lui. Et ça nous donne un épisode qui est un épisode vraiment assez remarquable parce que en fait on trouve un docteur déjà à ce moment-là qui est un peu en bout de course. Il a vécu énormément de choses dramatiques dans la saison 4. Il a notamment appris que toute sa race, donc des Time Lords, à laquelle appartient le docteur à cette époque, a disparu. Et donc c'est un peu le seul représentant. Et on va dire les 3 quarts de l'épisode, on va suivre un docteur qui justement ne veut pas prendre parti, ne veut pas changer la course du temps et qui à un moment donné justement, de par cette espèce de réaction qu'il a en tant que survivant, va dire en fait maintenant le temps c'est moi, et il va un petit peu briller et ça donne une fin d'épisode absolument épique avec la musique qui est incroyable et avec cette espèce d'éclair de génie que le docteur peut avoir dans ces épisodes où il va trouver des solutions incroyables et il va sauver les gens. Je vous spoil pas tout à fait la fin de l'épisode dans lequel il y a un petit retournement de situation qui montre encore une fois toute la maestria de Tennant dans le fait qu'il switch d'un moment drôle à un moment dramatique, à un moment en colère, à un moment... Enfin bref, cet acteur est quand même assez incroyable dans Doctor Who. Je ne connais pas trop ailleurs, mais en tout cas dans Doctor Who, il est assez incroyable. Et Harry Potter ailleurs aussi. Oui, il y a plein d'autres choses, mais... Good Omens. Oui, c'est vrai, mais alors je suis moins fan. En fait, je trouve un peu plus mono-expression dans Good Omens. Il a son rôle, il s'y tient, alors que dans quand même Doctor Who, il a une palette, quoi. Mais bon. Non, mais t'as le droit d'avoir tort. C'est ça. Agree to disagree. Alors, du coup, là, depuis tout à l'heure, je parle, mais en fait, je parle pas d'eau. Donc, j'allais te poser la question, quel est le rôle de l'eau, du coup, dans tout ce petit monde-là ? C'est que j'y viens quand même, même si c'était un petit cheval de Troie, pour vous parler encore une fois de Doctor Who. En fait, tout simplement, la catastrophe qui va tout d'un coup
faire que la base et les personnes qui sont sur cette base vont complètement perdre la tête, en fait, c'est évidemment le poncif, en tout cas le cliché un petit peu d'un truc qui va être extrait de la glace, puisqu'ils sont sur Mars, et donc ils ont accès à la glace pour faire pousser des légumes, pour se boire, pour se laver, etc. Et un petit peu comme finalement dans Abyss, mais aussi dans The Things, on pense par exemple à The Things, ou du coup dans l'épisode Ice de X-Files, quelque chose est libéré de cette glace et va transformer petit à petit les habitants de cette base en sorte de zombies, on va dire. Et ce que j'ai trouvé quand même intéressant, c'est que, alors certes, le rôle de l'eau dans l'épisode, c'est pas le ressort dramatique principal. C'est-à-dire que vraiment le ressort principal de cet épisode, on est sur cette fin du monde, sur la base sur Mars, le fait que le docteur ne sait pas s'il va intervenir ou pas. L'eau est vraiment présentée comme l'antagoniste, voilà. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont essayé de travailler autour de ce que l'eau pouvait représenter comme quelque chose d'un peu dégueulasse, quelque chose d'un petit peu inquiétant. Donc on a des personnages comme ça qui sont en permanence mouillés, qui suintent, qui coulent de l'eau en permanence. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a vraiment de l'eau comme de la bave qui coule. Bon, évidemment, ils ont une transformation physique, mais ça, à la limite, c'est pas vraiment le côté eau, quoique il y a peut-être un côté un peu fripé de l'eau quand on reste trop souvent dans l'eau, par exemple. Et je trouve que c'est plutôt bien travaillé. Ça fait peut-être un petit peu penser presque aussi à une espèce d'esthétique un peu asiatique je pense pas à Dark Waters ou à The Ring par exemple, où on a ce personnage qui sort comme ça de l'eau, qui est complètement mouillé et qui est assez inquiétante de se retrouver comme ça dans un truc qui devient effectivement qui traîne avec lui, cette espèce de mélasse, cette espèce de liquide. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que l'eau, de par cet aspect fluide, et ça il l'utilise beaucoup dans l'épisode, va s'infiltrer partout, quoi. Il y a ce truc un peu irréductible de l'eau qui s'infiltre du goutte à goutte, parce qu'ils le disent bien dans un moment de l'épisode, il ne suffit que d'une goutte, et donc on a vraiment cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il suffit que le personnage soit touché par une goutte pour être contaminé et donc condamné, quoi. Et donc il travaille tout autour comme ça de la représentation qu'on peut avoir de l'eau et de la manière dont l'eau peut être flippante dans l'épisode, et donc ça donne un antagoniste qui est, ma foi, assez original et plutôt intéressant dans cet épisode. Et du coup, c'est pour ça que je pense que, mine de rien, dans tout ce que j'ai pu voir en termes de série, c'est peut-être celui qui m'est revenu en tête le plus vite, quoi. Voilà. Est-ce que vous, l'eau, c'est un truc qui vous fait plutôt flipper d'ailleurs, Briac? Toi, l'eau dans une série, ça va être un truc qui va t'inquiéter, qui va te. C'est quoi l'effet sur toi de l'eau, justement? Non, pas trop. Non, au contraire, ça m'intrigue, j'aime bien, C'est le mystère peut-être qui. Ouais, c'est ça. Au contraire, il y a un côté un peu excitant justement, dans la notion d'abysse, de ce qui se cache, qu'on peut découvrir. Ce qu'il n'y avait pas dans la série Abyss justement, Mais oui. Mais moi, je sais pas, j'étais un grand lecteur de Lovecraft dans mon adolescence, et Oh là donc là, toutes ces idées n'en parle pas. d'êtres des profondeurs qui se Ouais. cachent au fond des eaux, oui, ça m'a toujours attiré, donc J'ai l'impression qu'en série, quand même, c'est souvent montré d'un point de vue assez inquiétant, l'eau, justement pour rester sur le mystère et pas trop explorer, je sais pas, mais tu sais, c'est là où on va cacher des corps ou les méfaits de ces crimes. C'est des étendues un peu, notamment les lacs et tout, parce que c'est vrai que l'océan, j'ai moins d'exemples, mais c'est des étendues d'eau qu'on retrouve comme ça, un peu dans la brume, de nuit. Enfin, il y a toute une imagerie autour de ça qui est souvent inquiétante. Bon, après, il y a aussi la promenade en barque. Là, on est plus sur un truc un peu comédie Ouais, romantique. mais c'est ça, je pense que c'est une bonne. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est une bonne matière première aussi pour un scénariste. Tu peux en faire, comme disait Briac, tu peux en faire un truc plus dans le mystère, dans l'angoisse, ou un truc dans le déferlement. Alors, encore une fois, je parlais d'Abyss, mais tout simplement le tsunami qu'il y a, on dit c'est de l'eau, mais c'est un truc qui va tout dévaster sur son passage, qui est réel, qui est arrivé. On a eu malheureusement un exemple il y a quelques années maintenant. C'est une véritable catastrophe naturelle, et pourtant c'est que de l'eau. Enfin, tu vois, on se dit, il y a peut-être presque un truc irréel, je trouve, dans ce truc-là, et pourtant c'est tout à fait sensé. Donc c'est intéressant que Doctor Who, en effet, mais il y a plein d'épisodes comme ça, il me semble, où ils vont aller chercher les éléments, justement, vont être propice à. Oui, bah c'est tellement fleuve comme série que faut que je change. Du Je vais coup, me barrer. j'ai déjà utilisé. Ouais, c'est ça. Attention. C'est une des séries effectivement extrêmement feuilletonnantes qui se renouvelle beaucoup dans la création d'antagonistes. Donc oui, il y a des forces de la nature qui sont évidemment utilisées, que ce soit des choses qui sont Ouais, alors sous qui terre. se renouvelle, on pourrait questionner, hein, parce que. Bah après, sur la longueur, oui, on retrouve certaines choses qui sont redondantes, ça c'est sûr, ouais. Mais En même temps, il y a 4000 épisodes, enfin, je sais pas combien il y en a, c'est-à-dire forcément. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en cherchant un peu, en baladant sur du coup les informations autour de Doctor Who, a priori, il y a un épisode aussi qui se base énormément sur l'eau
dans la série originale, et ça fait partie, a priori, des nombreux épisodes qui ont été perdus. En tout cas, il y a des épisodes perdus. Eh oui. Ouais. Ouais. Doctor Who, dans la série d'origine, il y a des épisodes qui ont été détruits, en fait. Il n'y a pas un seul gars qui a enregistré sur son c'est ça magnétoscope. qui est... Avant qu'il y ait des magnétoscopes. Ouais. Ah. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en retrouve parfois, justement, perdus dans des stocks à oui, l'étranger. Par exemple, en Inde, récemment, ils ont retrouvé tout un tas d'épisodes de Doctor Who parce que ça avait été envoyé là-bas pour être diffusé. Et pourquoi ils ont été détruits? Ils ont été mal stockés ou pas enregistrés. Ouais. C'est pas une volonté, quelqu'un qui dit cette série est Je pense nulle. qu'il y a eu aussi des dégâts, des accidents, à mon avis. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, a Et priori, qu'il n'y avait cet pas épisode... automatiquement de sauvegarde multiple, bah, des c'est choses ça, que ouais. comme on fait maintenant, quoi. Puis on cherchait Sapristi. pas, c'était pas considéré comme un patrimoine qu'il fallait conserver encore la télévision, quoi. Donc c'est des choses qui ont disparu. Ouais. Ouais, Et donc ouais. cet épisode de la série classique, a priori, c'était un des plus mauvais épisodes. Donc c'est assez rigolo aussi de voir que ça ne peut pas toujours réussir. Bah, tu vois, écoute, finalement, heureusement il vous reste 2-3 c'est saisons quand même pour vous santé. Ça va, on a de quoi faire. Ouais. Le chat, on est comment sur Doctor Who? Est-ce que vous avez vu cet épisode? Est-ce que d'ailleurs vous, donnez-nous vos refs? Justement, là c'est jeu de mots, c'est les grosses têtes. Hein. Dans le chat, c'est vraiment... Ah, il s'amuse. Hein. J'ose même pas, je préfère la terre ferme à l'eau. Ah non, il n'y a pas de jeu de mots malheureusement. Ça, c'est vrai. Mais j'ai pas peur de l'eau en vrai, mais dans les jeux vidéo, j'ai horreur de ce passage obligé. Ah, Alors, mais grave. Je suis Moi, dans Lara d'accord. Croft, ça m'a traumatisé. les Tortues Ninja également, même Mario, putain, ouais. c'était, tu sais, avec la pieuvre là, tu sais, qui fait comme ça, et tu te dis non, c'est bon, elle va pas vite, et en fait, si elle te. C'est surtout absolument injouable en général. Maintenant, ils ont beaucoup quand même amélioré les choses. Mais Bah, il y a Lara vraiment Croft, ce c'était truc ça. Tu sais, je le sais mouvement, pas. elle fait une cabriole là, et tu te retrouves perdu, Mm. tu as un bouton pour. Enfin bref, c'est un enfer. Ah, Quand je vous parle de puis ça. tu vois ta barre d'oxygène qui. Oh là là, Ouais, je vais encore faire des ouais, cauchemars. moi. Ouais, c'est terrible. Est-ce que l'eau triche dans cet épisode? Je comprends même plus les vannes de XP70. Il va le prendre son ban tempo, hein. Il va le prendre. Hein. Tu nous as parlé de Cheval de Troie pour ta série et c'était pas mal fait. On l'a vu. Ensuite, Justine, toi tu vas parler d'une série dont je crois même est-ce qu'on n'en a pas jamais parlé dans Spoiler de cette série? Et pourtant, on est dans la Mais SF. vous aviez des lacunes avant que j'arrive. Ah bah alors là, non mais c'est une série. En plus, c'est une série qui moi me fait très envie, mais qui est voilà, je sais pas, j'ai jamais osé m'y mettre finalement. Ah oui? Je sais même pas si. Oui. Alors, Oula. J'aurais pensé. Non, mais Bah. c'est fou. J'aurais pensé que tu avais vu et qu'on en avait déjà parlé. C'est marrant. Ah mais j'ai vu des épisodes. Mais j'ai vu Ouais. quand vous ça savez que passe. vous n'avez pas donné le titre et que du coup, Oui, pour mais les gens, il y a un suspense. Ça tu vois. s'appelle le teasing. teasing. Non, cette série. Alors, c'est une série qui. En fait, les gens qui l'ont vue sont fans de cette série. J'ai l'impression. En général, ouais. En général, cette série, c'est Futu, c'est Futura, c'est Futurama. On va parler de Futurama, série de Matt Groening, qu'on embrasse, qui est une super série. Une série dont on parle beaucoup pour ces épisodes qui font chialer. Est-ce que l'épisode dont tu vas nous parler est un épisode qui font chialer? Est-ce qu'il y a un chien qui meurt dans cet épisode? Oh non, mais vas-y, t'es obligé de parler Ah oui, de forcément, celui-là. Oh là bien là. sûr. Donc non, je ne vais pas parler de Jurassic Park, qui est probablement le meilleur et le pire épisode de Futurama. Le pire parce que tu es un peu Oui. mort ce jour-là. Mais parce que moi je suis plus la même depuis cet épisode. Voilà. Et Il y en a alors, 2-3. anecdote, je fais la blague sur cet épisode de Futurama où, bon, bref, j'ai pas vu l'épisode. Hein. C'est vous dire si cet épisode est connu. Je sais qu'il y a une histoire de chien. Moi, j'ai vu l'épisode. Attends, on en parle maintenant. Mais c'est même pas que le chien meurt en fait. C'est même pas ça le concept. L'épisode du trèfle à 5 feuilles, vous vous en souvenez? Ah bah c'est le même principe. Bah oui, Non, mais moi, déjà, j'ai vu ça et on m'a dit, ah putain, t'as pas vu l'épisode du chien véridique? c'est ça. L'épisode du chien, je fais quoi? Il y a pire que ça. En plus, c'est vraiment la maestria, justement, si on peut ce mot, alors je sais pas si c'est Matt Groening derrière, mais tu sais, où vraiment tout l'épisode est fait, ah putain, son frère c'est un connard, et non. En un plan, tu dis, oh non, en fait, c'est super triste, t'as envie de crever. Et là, en plus, avec un chien, c'est sans moi. Moi, Justine, toi, tu vas nous parler de l'épisode My Three Sons? Alors, je vais te présenter les trucs, mais Présente-nous. j'ai beaucoup hésité dans pas mal de séries, puisque effectivement, outre les Snorky, il y en a plein de séries où il y a des épisodes qui parlent de l'eau. J'ai hésité à vous parler de Charmed, voilà. Oula, très peu de réactions. Ah ouais, non mais, Non, mais tu n'aurais pas dû, franchement. Il y a un épisode dans l'eau, dans le charme? Ben, en fait, il y a Pépé, alors attends, il faut que Pépé et Justine deviennent potes parce que c'est. Il y a tout un fil conducteur parce que la mère a été tuée par un démon aquatique et du coup, il y a la sœur aînée qui a peur de l'eau. Voilà, donc il y a tout un truc comme ça. Mais comme clairement, j'ai grandi avec ça et que ça m'a un peu fait flipper, j'ai senti que j'étais pas à l'aise pour en parler. J'ai aussi hésité à vous parler d'Extrapolation, série plus récente, mais niveau traumatisme, c'est pas beaucoup mieux. Voilà. Qui se projette dans le futur et qui nous montre un petit peu ce que va donner notre avenir avec les océans qui montent, etc. Et ça fait pas rêver non plus.
Donc voilà, je suis allée pleurer 4-5 jours. Et puis après, je me suis dit, trouvons quelque chose d'un peu plus fun. Et forcément, quand c'est comme ça, je regarde soit les Simpsons, soit Futurama. Donc c'était tout trouvé. Effectivement, l'épisode qui m'intéresse, c'est dans la première saison, épisode 7 dans Futurama. Un épisode qui s'intitule 3 soleils en français. Alors, titre qui veut pas dire grand-chose, si ce n'est que ça se passe sur une planète où il y a 3 soleils. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que... c'est pas original. Ce qui est plus intéressant, c'est que le titre anglais, c'est My Three Suns, donc Mes 3 soleils, si vous voulez, littéralement. Mais c'est une référence à la série, la sitcom, en l'occurrence My Three Sons, qui date des années 60, jusqu'au début des années 70, si je dis pas de bêtises. Ok. Donc voilà, c'est un épisode qui est écrit par J. Stewart Burns et réalisé par Jeffrey Lynch et Kevin O'Brien, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire ces 3 vétérans, si vous voulez, qui ont travaillé à la fois sur Futurama et sur les Simpsons, donc qui sont bien dans le style. C'est alors un épisode beaucoup plus marrant que l'épisode avec le chien. Mais que je vous recommande, si au passage, l'épisode de Jurassic Park sur Seymour, le chien de Fry. Voilà, prévoyez les mouchoirs quand même. On reste dans la thématique de l'eau, si tu regardes bien. Bon. Oui. Et du coup, dans My Three Sons, le rapport à l'eau est constant. Ça, c'est plutôt cool. On a vraiment un fil conducteur, y compris dans la séquence de Cold Open, c'est-à-dire cette introduction qui a apparemment pas de rapport avec la thématique de l'épisode, qui est juste un gag. Mais on a déjà le personnage de Bender, qui est le robot, qui va au lavomatique, comme pour une voiture, si vous voulez, mais donc qui se fait laver, donc qui est tout, voilà, on a l'eau qui va être ici associée à l'hygiène, à une notion de plaisir, etc., une notion de luxe aussi, parce que il se fait mettre de la cire et tout ça pour briller. Et dès qu'il sort du lavomatique, il se met à pleuvoir, ruinant ainsi tout son lavage. Voilà. Donc on est sur quelque chose de très simple, mais qui intègre déjà la thématique aquatique, discrètement préparée petit à petit. Et par la suite, l'épisode, tout le principe, en tout cas au début de Futurama, au bout d'un moment il lâche l'affaire, mais tout le principe de Futurama au début, c'est une compagnie de livraison. Voilà, c'est une entreprise de livraison qui donc va dans l'espace pour livrer différentes conneries un peu partout sur des planètes. Et là, en l'occurrence, on a l'entreprise qui est engagée pour livrer un petit colis, qui est un tout petit panneau, sur la planète Trisol, qui est donc une planète qui a la particularité d'avoir 3 soleils. Voilà, d'où le titre de l'épisode. Alors, il y a plein d'autres éléments, mais puisque au début de l'épisode, Fry envisage de se faire, qui est un être humain, envisage de se faire poser des branchies, parce qu'il dit, bah ouais, c'est vrai que j'ai des difficultés à respirer sous l'eau. Bonne idée, pas. C'est censé. Ah oui. Voilà, non mais c'est censé. Et du coup, on lui explique que du coup, il a plus besoin de ses poumons, donc on lui enlève ses poumons et puis les branchies seront livrées sous 2 à 3 semaines. Voilà, donc on est sur une logique bien type Futurama. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'épisode est vraiment lancé, ils vont articuler à la fois la dynamique de livraison comme à chaque fois et des problématiques plus personnelles des personnages. Et en l'occurrence, c'est Bender, le robot, qui décide de se trouver un hobby et de se mettre à cuisiner. Sauf que comme c'est un robot, il n'en est pas vraiment capable et il n'a pas le sens du goût ni d'odorat. Et il va avoir la particularité de tout saler à fond. Ok. Voilà. En mode, je vois pas pourquoi vous vous plaignez, c'est 10% inférieur à la dose mortelle. Donc, il n'y a pas de raison que ça pose problème. Ce qui fait qu'il va cuisiner pour tout l'équipage qui veut être sympa et qui va manger ce qu'il fait, sauf que vous mangez globalement du sel incrusté avec du sel, servi avec de l'eau salée. C'est un peu compliqué. Ça donne soif. Voilà. Donc, les personnages, notamment Fry, ont extrêmement soif et arrivent sur la livraison de cette planète désertique avec 3 soleils, ce qui accumule encore. Donc, on a un effet d'accumulation du personnage qui a soif et qui arrive dans la salle du trône du palais de la planète Trisol, où il trouve une bouteille d'eau bien fraîche qu'il boit. Aïe. Jusque-là tout va bien, c'est une série un peu bizarre, mais c'est en réalité une planète où tous les êtres sont des êtres aquatiques. Et ce qu'il vient de boire, ce n'est pas une simple bouteille d'eau, mais c'était l'empereur dans une bouteille. Ok, très bien. Et là, ça devient Futurama pour de vrai.
Voilà, et là, ça devient un petit peu, ça part en sucette dans tous les sens, c'est-à-dire que Fry va se faire d'abord agresser parce qu'il a tué l'empereur, mais en fait, très rapidement, on se rend compte que le fait qu'il ait bu l'empereur, ça fait de lui le nouvel empereur de cette planète. Ah. Et il va avoir toutes les péripéties derrière pour mener au couronnement de Fry, surnommé Fry le solide, parce que par rapport à tous les autres qui sont liquides, visqueux, etc., lui est un être humain. Et voilà, donc tout le principe, c'est qu'il faut qu'il réussisse à faire son discours d'intronisation de façon à peu près efficace, ce qui, connaissant un peu le personnage de Fry, est compliqué. Jusqu'au moment où le soleil se couche, les 3 soleils se couchent sur la planète, ce qui permet de voir que tous les êtres sont non seulement des êtres aquatiques, mais en plus qu'ils brillent la nuit. Oh. Jusque-là, encore une fois, on s'en fout. Mais ça révèle que dans le ventre de Fry, l'empereur qui l'avait bu est toujours vivant et permet de briller à travers son estomac. C'est brillant. C'est brillant. Voilà. Non, mais très bien. C'est rigolo. Voilà. Et à partir de là, la question va être de comment faire sortir l'empereur de Fry. Ah bah j'ai bien mon idée sur la question. Il voit ce que je veux dire. Eh bah c'est pas si simple. Ouais. Parce que quand vous êtes un empereur, il y a des endroits par lesquels vous refusez de passer. Oui, en tout cas pas en public. Voilà, donc il est décidé que Fry devra pleurer l'empereur, larme par larme. C'est du Futurama tout craché. Voilà, donc ce qui fait que toute la fin de l'épisode, c'est comment ils vont réussir à faire pleurer Fry. Donc ça finit sur plein de violences gratuites, parce qu'il s'en prend plein sa gueule. Donc voilà, ça me fait toujours rire. C'est ça qu'on aime aussi. Exactement, c'est pour ça qu'on aime Futurama. Donc c'est un épisode qui joue avec l'idée que le corps humain est majoritairement composé d'eau, bien sûr, mais là, bien dans une interprétation, alors à la fois absurde et ancrée dans un contexte de SF. Ah oui, là c'est de la SF, ça c'est clair. Voilà, donc alors je fais une petite entorse, c'est de l'animation. Ah, mais c'est pas grave. Mais on est dans la SF. Au contraire. Bah, ça n'empêche. Ça collait bien avec la thématique. Ça reste une série, ça reste de la SF. Non, mais on a. Et ça reste génial. Et ça reste génial. À tout moment, on admire l'animation. Tu as eu très raison d'apporter ça au programme de la soirée. C'est un des meilleurs en plus de la première saison. Enfin, dans mes souvenirs, je me sens que c'est un ceux qui m'a. T'as tout vu, toi, Futurama? Oui. Y compris la nouvelle saison? Oui, que j'aime pas trop pour l'instant. Et bah, justement, tu parles de Futurama. Donc, qui dit Futurama dit. Les Simpsons. Exactement. Idée. Il y a Halloween qui arrive bientôt. Idée d'émission. Les Simpsons Horror Picture Show. Ça pourrait être rigolo, un petit hors-série, tout le monde est en train d'acquiescer. Moi, je garde un très bon souvenir de Horror Picture Show et ce sera déjà l'occasion de voir si ça a bien vieilli. De toute façon, je sais pas si c'est toujours en boucle sur W9, cela dit. Disney+, tout est sur Disney+. Est-ce que Futurama est sur Disney+? Oui. Aussi. Il y a juste Désenchanté qui est sur Netflix. Désenchanté. J'étais obligé, bien évidemment. Comme il chante bien. Un jour, on fera un épisode musical aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'en souviens, c'est l'épisode les plus créatifs. Et bien, tout à fait. Un truc que je trouve intéressant dans les séries en général, quand il y a un Christmas Special, un épisode de Noël, finalement. C'est ça. C'est prétexte à rendre les persos plus sympas, c'est vrai. Quand il y a un Halloween spécial, c'est un prétexte à les faire entrer dans du fantastique, même quand la série n'en a pas de base un thème possible pour spoilers. Tout à fait. Bah écoutez, c'est très bien écrit. Ça tombe bien, je parlerai du coup des specials de Noël de Doctor Who. Eh bah écoute-moi bien. Est-ce que ça peut se regarder quand on a un vidéo de Doctor Who? Moi, je pense que tu n'arriveras jamais à me choper avec Doctor Who. Tu verras. C'est un petit peu comme les endives. Oh la vache, l'enchaînement. C'est un petit peu du Peut-être leurre. que C'est un petit peu du leurre de les Christmas Special de Doctor Who, ça peut être l'occasion pour moi de... Toi, tu as ton épisode de Doctor Who, c'est bon. Ton aventure est faite. Il y a certains one-shots qui sont possibles, ouais. Je suis en train de me liquéfier. De me liquéfier! Ah. J'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Le bingo. Putain. Alors, est-ce qu'à un moment donné, j'ai le droit de faire ma petite transition vers Briac ou pas? Là, je pense là, que on c'est peut. Bon, là. ouais. Pépé, fais-moi un pouce vers le haut si c'est bon. Il a fait un pouce vers le haut. Alors, Briac, oui. C'est pas un cheval de Troie que tu veux nous faire. C'est Twin Peaks. Exactement. Twin Peaks, les pains jumeaux, version québécoise. Pic jumeau. C'est pas Twin Pines. Donnez-moi du sucre. Twin Pines. Briac, tu vas nous parler de Twin Peaks à Lost. Donc, tu vas faire un grand écart parce que c'est pas forcément des séries qu'on rapproche, si ce n'est qu'elles sont au panthéon des séries préférées de l'équipe de Spoilers. C'est ça. Je me suis dit que c'est des séries dont je parlais pas assez peut-être dans Spoilers. Donc, il était temps un petit peu de remettre ça sur la table. Cela dit, tu n'as jamais parlé. Alors déjà. T'as jamais parlé de Twin Peaks pour de vrai, enfin genre vraiment à fond quoi. Mais surtout l'eau dans Twin Peaks, moi qui ai vu un bout jusqu'à ce que ça devienne regardable, et ben l'eau n'est pas un truc forcément que. Tu as noté. Si ce n'est que Laura Palmer est retrouvée proche de.
Je veux pas spoiler ce que tu me dis, ce que tu vas nous dire. Allez-y, Brian. Eh bien, voilà. On vous écoute. J'annonce justement que parce qu'on a un Guillaume qui n'a pas vu du tout Twin Peaks, toi qui n'as pas fini. Justine, je sais plus si tu as vu tout ou Si, pas forcément. Je dis pas que je me suis pas endormie par moment, mais si. Même la saison 3 aussi. Oui. Ok, d'accord. Donc, tu peux spoiler. Justement, je vais pas spoiler Twin Peaks. Je vais quelques petites choses, mais je vais garder les révélations. Par contre, je vais spoiler Lost parce que tout le monde a vu Lost. Et puis tu vois ce que c'est, Twin Peaks. La gamine qui est morte. Voilà, Dale Cooper. Tu fais très bien l'accent de Dale Cooper. Oui. Du coup, oui, donc on en parlait tout à l'heure, c'est qu'en fait, quand on a eu ce thème, donc on fait à l'occasion de courts-métrages, je me faisais la réflexion qu'en fait, je ne trouvais pas d'épisode de série, parce qu'on cherchait tous des épisodes au départ, donc je triche complètement, où je trouvais quelque chose d'intéressant à dire. C'est pas qu'il y en a pas, mais je voyais pas un épisode qui me parlait particulièrement. Et c'est là qu'en fait, je me suis rendu compte que quand même, donc Twin Peaks et Lost, de mes plus grosses obsessions sérielles, on pouvait quand même parler un peu de la place de l'eau. Mais alors, bon, je vais vous proposer une réflexion qui va peut-être aller un peu trop loin par moment, je ne sais pas, mais n'hésitez pas à m'interrompre, à participer pour discuter un petit peu de la place de l'eau dans Lost, par exemple. T'inquiète pas pour ça, tu vas en avoir pour ton argent. Le mec est en roue libre. Donc je replace peut-être très brièvement pour éventuellement les personnes qui ne connaîtraient pas, mais Twin Peaks, série du début des années 90, créée par David Lynch et Mark Frost, qui raconte une enquête suite à la mort d'une lycéenne dans une petite ville du nord-ouest des États-Unis. Et Lost, donc une série où des naufragés se retrouvent sur une île pas du tout déserte et ils vont se rendre compte qu'il y a énormément de mystères à éclaircir aussi sur cette mystérieuse île. Ouais. Et donc alors, pour replacer un peu la place de l'eau dans ces deux séries. Alors déjà, en Twin Peaks, comme tu le disais, l'eau n'est pas forcément très importante. Dans Twin Peaks, c'est probablement le feu qui est plus important, mais en fait, l'eau arrive à des moments cruciaux du récit. C'est-à-dire qu'on la voit pas beaucoup, mais c'est quand même une scène très importante, comme celle dont vous pouvez voir une capture là tout de suite, qui est au tout début du premier épisode, quand le corps de Laura Palmer est trouvé sur les berges de Black Lake. Donc voilà. Le lac de Twin Peaks. Et donc d'abord, on va associer l'eau à cette découverte de corps et on apprendra plus tard avec le film Firewalk With Me, le film de Twin Peaks, que le serial killer avait fait une victime auparavant et qu'il avait aussi déposé sur l'eau. Donc c'est quelque chose qui revient. Et en fait, l'eau, c'est quelque chose qui est même important dès le générique de Twin Peaks, puisque c'est une suite de plans, donc de paysages, une scierie, des arbres, une route. Et en fait, ce générique va peu à peu se mettre à suivre un cours d'eau qui va commencer par une cascade, puis ensuite suivre donc l'eau sur une rivière. Donc on a cette idée déjà de suivre l'eau. Et d'ailleurs, le pilote s'ouvre sur une image donc du lac, avec on va voir passer des canards, on voit le reflet des canards, et ensuite on va passer au reflet d'une femme dans son miroir. Donc il y a le thème du reflet qui arrive à ce moment-là. Des canards. Le thème du canard. Le thème du canard à relier au pilote des Sopranos. On a aussi des canards qui sont très importants. Exactement. Et de l'eau aussi. Et ensuite, alors l'eau n'est pas forcément. Ça va revenir à d'autres moments aussi, mais peut-être pas de manière aussi centrale. Mais il y a un moment en fait de la saison 3 où un des héros va, parce qu'en Twin Peaks c'est une série fantastique, va voyager à travers d'autres mondes. On a un paysage avec une mer violette immense. Et donc en fait, donc là c'est vraiment la plus grande étendue d'eau qu'on voit dans Twin Peaks et qui est un endroit très important. Et on a aussi un poème qui nous parle de l'eau et d'un puits. Donc là, ça semble pas beaucoup, mais ça arrive vraiment à des moments très très importants de la série. Okay. Et donc on s'en souvient en tant que public. Alors dans Lost, par contre, vous allez me dire l'eau. Elle est partout. Là, au contraire, on a beaucoup d'eau. Bon, on peut chercher rapidement. Déjà, c'est juste la situation de départ des personnages. Ils sont sur une île, donc ils sont coincés par l'eau. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Si on se souvient, il va pleuvoir à des moments importants pour les personnages, notamment parfois, genre pour Locke, ça va accompagner des moments un peu d'épiphanie, des moments où ils vont être sauvés aussi quand il y a le monstre qui va arriver. On va aussi avoir, on mentionnait tout à l'heure, ces morts de personnages. On a quelques morts un peu clés de personnages importants qui vont avoir un lien avec l'eau. Et en fait, on a tout l'enjeu final de la série qui va tourner autour de ce qu'on appelle le cœur de l'île, et qui est une source dont on va découvrir l'origine, et en fait qui vient d'un espèce d'endroit où se mêle l'eau et une espèce de lumière qu'il faut absolument protéger. Donc finalement, l'enjeu final de Lost tourne autour d'une source d'eau. Donc, je pense que ça reste quand même assez importante. Alors, maintenant, le truc, c'est quel rapport entre Twin Peaks et Lost ? L'eau. Eh bien, il y a l'eau. Toi, merci. Tu suis, c'est très bien. En fait, il faut savoir que Lost est une série qui est vraiment une série héritière de Twin Peaks. C'est quelque chose qui a été même reconnu par un des showrunners, Damon Lindelof, qui dit voilà, moi c'est Twin Peaks qui m'a donné envie de faire des séries et qui m'a très fan. Il est ultra fan, voilà, c'est ça. Et même qui m'a donné des idées de comment on devait écrire une série. Et en fait, Twin Peaks, c'est une série qui a, en gros,
qui est la première à faire des mystères, c'est-à-dire à faire reposer sa nation sur la curiosité du spectateur, sur les choses qu'on ne sait pas et qu'on essaie de comprendre, mais des mystères qui sont feuilletonnants, des mystères qui se répercutent d'épisode en épisode, là où en général, quand on avait des mystères dans les séries, c'était plutôt au sein d'un épisode, ou alors il y avait un mystère central comme dans Le Fugitif, où on cherchait à comprendre qui avait tué la femme du héros, mais il n'était pas réactualisé, c'est-à-dire que la série ne revenait pas dessus. Alors que là, Twin Peaks, c'est la première à dire, on a un mystère, la mort de Laura Palmer, et chaque épisode va devoir l'approfondir. Donc ça, c'était nouveau. Donc, excuse-moi, juste pour être sûr de comprendre. Par exemple, Laura Palmer, il y a un moment donné, on sait qui a tué, mais en fait, c'est pas si simple de savoir qui a tué. Ça révèle d'autres Il y a mystères. des trucs et en fait, voilà, c'est des mystères qui vont durer même plus d'une saison. Tu vois, sur les 2 saisons, le mystère de Laura Palmer continue. Bonne idée. Ça n'avait pas été fait avant. Après, ça a été en partie exploité par des séries comme X-Files, mais X-Files, c'est une série très épisodique, et donc pareil, ils n'avaient pas forcément cette pression de devoir résoudre un mystère central, c'est ça, des choses qui viennent, qui reviennent, qui vont un peu disparaître. On a des séries comme Carnival qui l'ont fait, mais qui n'ont pas eu de succès, qui ont été annulées au bout de 2 saisons, et juste l'année après de Carnival, on a Lost qui arrive, et qui est la première série, à mon sens, à la fois être aussi ambitieuse dans sa gestion de la curiosité du spectateur, en faisant vraiment reposer la narration sur des mystères, et en ayant du succès sur ces 6 saisons. Donc, en fait, il y a un vrai lien formel entre les 2 séries. Et à partir de là, je me suis dit, est-ce que, du coup, peut-être qu'il y a un lien dans leur utilisation de l'eau dans ces séries-là? Et je vais vous faire une proposition. Donc, juste une hypothèse. Alors là, je suis tout oui. T'es oui Absolument. Et en fait, je me suis dit, c'est marrant, j'ai l'impression que dans ces 2 séries, on va utiliser l'eau comme une représentation de la mécanique narrative de la série ou de certains éléments de cette mécanique, c'est-à-dire de la manière dont on raconte des histoires. Alors, par exemple, dans Twin Peaks, l'eau, je vous le disais, nous est introduite tout de suite avec des reflets et ce corps de Laura qui flotte donc sur l'eau. Et en fait, un des thèmes du début de la série, c'est vraiment l'idée de la surface et des apparences et de ce qu'elle cache. En fait, on va découvrir le vrai monde de Twin Peaks, la réalité des secrets des personnages. Et c'est même du coup aussi, c'est pas juste thématique, c'est narratif. La série cherche à révéler des choses, à creuser le mystère et aller au-delà de la surface. Et donc c'est tout l'enjeu de ce qui se passe autour du meurtre de Laura Palmer. C'est le mystère central de la série. Donc c'est les mystères au sein de la narration. Donc déjà, cette image de l'eau, elle nous met ça en tête. Et c'est quelque chose qui va ensuite se poursuivre dans la saison 3 avec donc ce passage que je mentionnais avec cette mère Violette qui arrive à un moment très important et qui parle aussi qui est sur un des éléments les plus intensément mystérieux de la série. Et qui est aussi une manière de nous signifier que, à partir de ce moment-là, avec la saison 3 aussi, Twin Peaks se veut comme un mystère insolvable. Il est aussi infini que cette mer qu'on voit. Ça, c'est pour Twin Peaks, à mon sens. Et dans le cas de Lost, pour moi, l'eau, je me suis dit, en fait, d'une certaine manière, elle matérialise un peu, on pourrait dire, les décisions des scénaristes sur la direction du récit. En tout cas, elle marque les grandes étapes. C'est-à-dire, par exemple, l'eau, on le disait, permet le concept même de la série. D'accord ? Elle empêche les personnages de partir. L'eau, elle va tuer des personnages. Donc, c'est-à-dire, ce que fait un scénariste, c'est parfois, il faut zigouiller du personnage, il faut faire bouger les choses, etc. L'eau va même être utilisée dans des expérimentations narratives. Souvenez-vous, par exemple, au début de la saison 6, on va revoir le moment où l'avion des héros doit se crasher, et finalement, il ne se crache pas. Et là, on a la caméra qui va plonger dans l'eau, on va sous l'eau, et on découvre la statue de Taweret, qui est la statue qu'on voit dans l'île de Lost, qui est sous l'eau. Genre, l'île a été mise sous l'eau, et on pense qu'on est face à un univers alternatif. Alors, c'est pas vrai, on va se rendre compte que c'est autre chose ensuite qui se passe. Mais donc, l'eau est aussi utilisée là pour ces moments d'expérimentation qui sont associés justement à Lost. C'est un peu ces twists où on renverse la narration de la série. Et finalement, elle est aussi utilisée, on le disait à la fin, c'est l'objectif final de la série, a trait à cette source qui représente aussi la fin, puisque c'est le méchant qui veut la vider. Il y a un bouchon carrément à enlever, et l'eau part, et les héros doivent remettre le bouchon pour empêcher que la série se termine. Ça en plus. Et en fait, je pense que d'une certaine manière, c'est ce que nous dit en fait, le personnage qui nous montre cette source, qui nous explique un peu, qui nous donne le plus d'informations qu'on peut avoir sur cette source. C'est le personnage de Mère, qui est donc la mère adoptive de Jacob, qu'on découvre dans la saison 6, et qui nous dit, alors je cite, que la source, c'est la source de la vie, de la mort et de la renaissance. Donc on a vraiment tout ça, la vie de la série, la mort des personnages, et à la fin cette renaissance, c'est-à-dire que sur la fin, on essaie de maintenir la possibilité du récit de se continuer, parce que je pense que cette source aussi, c'est un symbole de la gestion dans Lost du mystère, et le fait qu'il y ait toujours quelque chose qu'on ne t'expliquera pas. Parce qu'en fait, cette source, elle est au centre de tout, mais on ne nous dit pas vraiment ce que c'est. Et à la fin, il faut la protéger, en fait. On ne peut pas vraiment laisser Lost en t'expliquant tout. Il faut laisser cette part de mystère qui doit demeurer. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. D'ailleurs, le mystère, c'est même un rituel d'initiation qui est associé à l'eau, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Jacob transmet en fait le statut de protecteur de l'île en faisant boire de l'eau de cette source au personnage. Donc c'est aussi quelque chose qui se transmet de cette manière-là. Et en fait, il se trouve que cette question de la résolution du mystère, c'est un des enjeux des séries
à mystère feuilletonnante, parce qu'en fait, c'est des séries qui font peser tout le poids de leur narration sur ces mystères-là. Mais ça veut dire aussi que si tu enlèves le mystère, elles perdent beaucoup de leur charme. En fait, si tu as une réponse à toutes les questions, elles sont plus aussi obsédantes. Et en fait, Twin Peaks, l'autre particularité, c'est que c'est la première série qui est conçue pour être revue. Parce que là, le spectateur a un magnétoscope et on se dit, il va pouvoir revoir les épisodes, chercher des indices, etc. Elle est conçue pour qu'elle puisse être réinvestie. Donc, en fait, tu es un peu obligé, si tu veux que quand les spectateurs la revoient, quand le public la revoit, il y a toujours de l'intérêt, il faut laisser des béances, il faut laisser des portes ouvertes pour que ça reste obsédant. Et donc, ça reste un peu un des enjeux de ces séries-là. Et cette importance de laisser portes ouvertes. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, comme Lost, par exemple, qui le font, qui vont laisser ces ouvertures parce qu'elles sentent en fait qu'elles ne peuvent pas vraiment complètement se boucler. Et là, on arrive normalement à un dernier truc de la question, c'est quel peut bien être le rapport entre l'eau et ces enjeux, en fait, forcément, du mystère. J'ai pas forcément de réponse à vous proposer, j'ai juste une théorie. Et en fait, c'est parce que Sur quoi précisément, pardon? Alors, le lien précis qu'il pourrait y avoir entre la mécanique narrative d'une série, le mystère et le rôle de l'image de l'eau. Okay. Là, on voit que ça me Quelle est ta théorie, Briac? Eh bien, je vais vous le dire. Très bien. Et en fait, très bien. En fait, je lisais un extrait de L'eau et les rêves de Bachelard, donc, le philosophe. Alors, il y a beaucoup de passages qu'on aurait pu citer dans l'émission, ça aurait été très intéressant. Mais il y a un passage où en fait, il parle de ce qu'il appelle la profonde maternité des eaux. Et là, on peut faire un lien avec Lost, où justement, c'est Mère qui montre le cœur de l'île. Il y aurait même un lien à faire entre la maternité et les mystères dans Twin Peaks, mais je ne vais pas spoiler, c'est un truc assez important. Que non. Mais je le cite juste très brièvement. L'eau gonfle légère mais fait jaillir les sources. L'eau est une matière qu'on voit partout naître et croître. La source est une naissance irrésistible, une naissance continue. De si grandes images marquent à jamais l'inconscient qui les aime. Elles suscitent des rêveries sans fin. Et des rêveries sans fin, moi j'ai bien aimé cette phrase parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas ça en fait les séries? Et est-ce que ces séries à mystère feuilletonnant, c'est pas des séries qui sont conscientes qu'en fait elles doivent, de cette image, elles sont conscientes de cette image matricielle de l'eau parce qu'elles sont conscientes qu'elles doivent se renaître en permanence, en fait, renouveler leur matrice tout le temps. Et donc elles se veulent, pour être des rêveries sans fin, elles sont en quête, comme dit Bachelard, de naissance continue. Donc en fait, voilà, c'est peut-être, voilà, c'est ma petite proposition. Je ne sais pas, hein, voilà, mais c'est ce que c'est. Eh ben, moi, je pense que c'est ça. Ah, on n'est pas d'accord. Alors. Non, bah, non, mais de toute façon, c'est l'intérêt de ces séries aussi. C'est comme tu dis, il n'y a jamais la fin du mystère, quoi. On va toujours chercher à. Et je vois, pour un cachet dans le chat, là, c'est en train de s'écharper, un certain koala qui tue des gens directement, un tueur. Et Flagada. Qui voilà, sur le côté, on nous dit après l'épisode sur Jacob et le méchant, c'est peut-être un des moins bons de la série. On dirait qu'il a été fait pour satisfaire ceux qui veulent du lore, mais il n'y en avait pas forcément besoin. En 2 mots, Briac? Pas vraiment. Voilà. Oui, ok, pas vraiment. Non, je comprends cette opinion, mais moi, il m'intéresse quand même beaucoup et je trouve qu'il reste quand même beaucoup de mystère à la fin de cet épisode-là. Et j'ai pas eu le temps de creuser, mais en fait, on pourrait même relier à une 3e série qui est aussi dans la lignée de ces séries-là, mais c'est The Leftovers, où on a la question du mystère. Non, mais c'est les triangles, du mystère irrésolu, qui là va vraiment être le thème de quelque chose qu'on ne va pas résoudre. Et en fait, dans Lost, Leftovers, hein, on a beaucoup d'images justement de puits asséchés, de lacs qui va s'assécher, qui va se vider, et un enjeu autour d'un déluge aussi qui va. Donc il y a vraiment aussi cette image de l'eau qui revient. Voilà, je ne sais pas, c'était juste quelques pistes, quelques réflexions comme ça, je ne dis pas absolument. Est-ce que ça vous inspire dans le chat? Et dans Watchmen, l'eau joue un rôle de révélateur à la fin. Pas con. C'est vrai, avec la piscine aussi, j'avais pas pensé à de Love. T'as vu Watchmen ou pas? Je me souviens plus. Ouais, non, mais c'est intéressant, effectivement, l'eau, elle a ce truc profondément mystérieux, en fait. Enfin, c'est un réservoir de possibles, on a l'impression, l'eau, finalement, puisque ça peut être plein de choses et c'est jamais vraiment tout à fait, comme on le disait au début, explicité, quoi. Enfin, ce qui se passe dans l'eau, sous l'eau, d'où la source, enfin... C'est vrai que c'est ça que tu racontes, c'est qu'en fait, il n'y a pas la fin du truc, il n'y a pas le fin mot de l'histoire véritablement. C'est ça qui est. C'est ça. J'aime bien cette image, en tout cas dans Lost, d'avoir cette association entre la source de l'eau, mais aussi la source des mystères, et qu'on va pas non plus, qu'il va falloir qu'on empêche qu'elle se tarisse. Et donc, il y a quelque chose qui se passe. Et puis c'est vital l'eau, quoi. C'est vrai. En plus, c'est vrai que c'est vital. Absolument vital, quoi. Donc, d'ailleurs, j'adore l'eau. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bravo le haut. Non mais Franny, il est intenable depuis tout à l'heure, c'est un enfer. C'est fini. Il nous en a fait une tout à l'heure, j'ai même pas osé. Je comprends plus. Non mais j'ose même pas la lire. Laura, elle meurt ou pas elle meurt? Non mais ne ris pas. Il est au bord de la crise de nerfs et vous lui faites une blague comme ça? Tout comme l'eau, ni début, ni fin. Merci à toutes et à tous de nous avoir. C'est XP78 qui nous dit ça. Flagada, il y a un personnage de Lost qui meurt noyé, on en a parlé.
On en a parlé, on dit pas qui. Plusieurs même. Déjà, il y a Colatueur qui a spoilé tout à l'heure. J'ai envie de le claquer. Attention, hein. On va dire, moi je vais dire à Pépé, là c'est pas ban tempo, hein, le spoil, hein, pour de vrai. Hein. On efface le message dans le chat. Ah, non, c'est trop dommage. On ne dit pas que c'est. Là, j'ai envie de dire. De toute façon, t'as spoilé Jean et Sun, toi, de toute façon. Donc, Oui, c'est vrai. Voilà, on dit pas exactement comment. Oui, mais en même temps, moi je suis pas d'accord sur le fait qu'à un moment donné, avec des séries qui sont anciennes, on peut aussi donné envie aux gens de regarder la série en suscitant un petit peu la curiosité comme ça. Vous savez même pas qui c'est, vous avez pas regardé Lost, vous savez même pas qui c'est ces personnages. C'est pas grave, c'est vrai. J'ai envie de te dire, Paco Mtielman a fait une vidéo pour combiner sur ce sujet, sur le sujet du spoil. Tu l'as vu, il s'est fait lyncher sa grande race. Mais vraiment, c'était parce qu'en gros, il expliquait que une série, c'est pas parce que tu spoil une série qu'elle a plus d'intérêt. Et qu'au gros, non, mieux que ça, il dit que si une série perd tout son intérêt quand tu la spoil, c'est que c'est peut-être pas une bonne série, quoi. En gros. Hein, je schématise. Il le dirait mieux que moi, bien sûr. On l'embrasse, bien sûr, pas comme s'il nous regarde. Bientôt dans l'émission, encore et encore. On en veut plus. Mais je l'espère, mon bon Guillaume. Écoutez, merci pour tout ça. C'était très intéressant. Est-ce que vous avez envie de parler d'autres séries ? Quand même, Pépé nous a dit quasiment à la fin de la préparation, et c'était presque une évidence, parce qu'en plus c'est de l'actualité, mais évidemment une des séries dans lesquelles il y a beaucoup d'eau et dont c'est un ressort aussi narratif, c'est Twin Peaks. Et d'ailleurs... Oh non, on est dans une boucle. Je me disais qu'entre Twin Peaks et Lost, et le mec s'est approprié la chronique en live. Non, c'est One Piece, évidemment. Enfin, One Piece, voilà. Oui, c'est vrai, c'est Pépé qui nous l'a dit, et depuis, ça m'obsède. Au-delà du fait que c'est donc sur l'eau, et là, le but, c'est de parcourir comme ça des immensités. L'eau, pour le personnage principal, est un poison, est un élément qui va lui causer du tort. Donc oui, c'est vrai que... J'ai même envie de te dire, One Piece, c'est l'exemple ultime de notre belle soirée qui commence, qui va tranquillement s'achever, je vous le dis. L'eau, c'est la source des mystères, mais c'est aussi le moteur de ce monde, en fait. C'est-à-dire, le monde n'a d'intérêt, enfin, en tout cas de ce que j'en sais, n'a d'intérêt que pour ce qui se passe sur les océans, Pépé. Il a non, mais c'est un peu ça que j'ai. Bientôt la watchlist. C'est ça qui est le moteur de la vie des personnages principaux. C'est ça qui, il y en a sûrement un ou deux qui va casser sa pipe sur le chemin. Écoutez, on va se dire tranquillement, au revoir. Voilà. Bah oui. Si vous nous écoutez actuellement, parce qu'on fait des blagues depuis tout à l'heure sur les gens du chat qui font des jeux de mots. Là, le chat, on va terminer la soirée, donc c'est maintenant les pires jeux de mots. Tout ce que vous avez gardé en stock. N'hésitez pas. Nous, on en a fait assez peu finalement. Oui. La série Netflix est limitée, ce serait comme rester dans le pédiluve. Ah oui, le bingo, je le note. Mister Robot aussi a des mystères. Par contre, l'eau, je vois pas trop. Non. Non, et oui, effectivement. Mister Robot, je cherche un jeu de mots. Non, vraiment, il faut finir cette émission, je pense. C'est vraiment ça le plus important là. Si vous nous écoutez sur vos applis de podcast préférés, n'hésitez pas à mettre un avis. Je pense à Apple Podcast tout simplement. Si vous mettez Spotify aussi, ouais. Spotify, si vous mettez des étoiles, c'est probablement le plus gros soutien. Là, vous prenez, écoutez-moi bien, vous m'écoutez, vous le faites en même temps. Vous sortez, vous allez sur l'appli, vous mettez 5 étoiles et bam, spoilers, remonte. On a vu un classement, on n'est pas 16e, un truc comme ça, tu m'as montré ? Alors sur Apple, effectivement, je sais plus, j'ai oublié, mais on est tranquillement en train de gravir quelques échelons. On est dans le top 16. Dans la catégorie spécifique TV et review TV, on est pas mal. On est plus que pas mal. Donc, moi je dis, avant la fin de l'année, on est dans le top 10. Allez, le chat, c'est entre vos mains. Hein. Parce que là, on a été 6-8 ce soir dans le chat, et c'est adorable. Déjà, merci à tous, Flagada, XP78, Colatueur, Franny. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés, de nous avoir écoutés. Merci à Pépé qui est derrière cet écran, qui me regarde de là-bas, qui est de tout son travail. Merci à l'Edulab. Merci à l'Edulab. Pasteur. Ah, oh, pas mal. Je l'ai travaillé. On leur fait un jingle. Merci à l'Edulab Pasteur. Non, mais l'Edulab Pasteur, juste un petit mot quand même pour dire que c'est un des lieux qui nous accueillera cette saison. Sur Rennes, c'est un endroit, si vous êtes rennais et que vous nous écoutez, n'hésitez pas à venir à l'Edulab Pasteur parce que en tant que personne, que citoyen, que curieux, créatif, vous pouvez vous rendre à l'Edulab Pasteur et utiliser gratuitement tout un tas de matériel comme de la broderie informatique, comme de la risographie, comme tout un tas d'ateliers. D'ailleurs, Pépé, notre Pépé national, Pépé fait des ateliers. Avec l'association Bad Geek, vous propose régulièrement dans l'année des ateliers sur le streaming et le podcast. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer, si vous avez envie de découvrir aussi comment nous on fait nos émissions, venez à l'Edulab Pasteur et vous y verrez des choses incroyables. C'est en plein
plein centre de Rennes. C'est un lieu, ma foi, c'est un super lieu dans voilà. tous les sens du terme. C'est public. Venez vous abreuver. Allez. Ouais, voilà. Merci Briac, merci Guillaume, merci Pépé, merci Justine. On vous fait des bisous. Abonnez-vous, partagez cet épisode s'il vous a plu. N'hésitez pas. Si vous voulez nous soutenir, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour cela. Et puis on vous donne rendez-vous à bientôt pour un nouvel épisode de Spoilers. Bisous les gars. Bisous, Justine. Salut, bisous Salut. tout le monde. Bonus. Trax. Alerte rouge pour tous les fans de Star Trek. Pour avoir des analyses détaillées sur chacun des épisodes des nouvelles séries Star Trek, écoutez Le Cadran Pop, un podcast qui analyse tout Star Trek, à commencer par tous les épisodes des séries récentes. On parle aussi des films et de plein d'autres choses. Alors si vous voulez vivre longtemps et prospérer, écoutez Le Cadran Pop sur toutes les applications de podcast via le flux du point pop. Et vous pourrez aussi vous téléporter sur notre site internet podcast.lecadranpop.fr. Bonus.